Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 7 décembre 2021. Buy the dip, faut-il acheter le décrochage suite à un processus de liquidation en fin de semaine dernière sur les crypto-monnaies? Est-ce une opportunité de moyen terme? La construction technique haussière en place depuis l'été dernier est-elle encore valide? Ce sont tous ces sujets que nous allons aborder dans un contexte de marché très volatile, mais les indices boursiers majeurs ont préservé au stade actuel leur support technique majeur. Les actifs risqués sont donc malmenés depuis 2 semaines, et puis avec un impact, on le voit, exagéré sur le cours des cryptos du fait de moins de liquidité, d'un processus aussi de chasse au stop évident. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, c'était intéressant. La semaine dernière, avant la liquidation massive, les stops de protection exécutés ce week-end, depuis mercredi-jeudi dernier, l'open interest commençait à diminuer, même sérieusement sur certains exchanges crypto, preuve que certains institutionnels, peut-être, voyaient des éléments venir. Bref. Alors, ce sont les sujets que nous allons aborder Bitcoin, ETH, BNB. Et cette semaine, le jeton Luna, qui sera en 4e partie de ce tour d'horizon technique. Alors, donc le contexte. Le contexte, je ne vais pas relister tous les facteurs d'inquiétude fondamentale du moment, ce n'est pas le sujet. Mais Omicron, menace sérieuse ou pas, l'inflation qui reste galopante, qui se généralise, d'ailleurs, à terme, les contrats à terme crypto hedge contre l'inflation, ça aussi c'est une thématique intéressante. Mais surtout, les cryptos ne sont rien sans Wall Street n'est rien sans la Fed, et la Fed devient moins lisible. La Fed cherche à juguler l'inflation, mais aussi assurer la croissance économique et l'emploi, et le marché a eu le sentiment qu'elle commençait à basculer du côté de l'inflation plus que de l'emploi et de la croissance économique. Alors, nous en saurons davantage lors de la dernière décision de politique monétaire de l'année de la Fed, c'est le 15 décembre prochain. En attendant, les actifs risqués gardent le cap, les supports majeurs ont tenu, mais il faut rester prudent. Car si les indices boursiers devaient lâcher à nouveau et briser les supports qui ont tenu jusqu'à présent, alors là, pour le coup, la liquidation de fin de semaine dernière ne resterait pas un phénomène isolé. Soyons donc prudents, mais observons objectivement les phénomènes techniques. Intéressant de noter que ETH n'a rompu aucun support. ETH confirme sa surperformance. J'en ai parlé mardi dernier dans la vidéo. Vous pouvez la reprendre si ça vous intéresse. Voilà, allez, je vous propose de passer aux différentes illustrations. Alors, je souhaite vous partager un certain nombre d'éléments sur le contexte, sur les différents jetons évoqués. Alors, tout d'abord, le contexte, je vais l'illustrer en choisissant l'indice de référence de Wall Street, le contrat futur S&P 500. Voilà le support hebdomadaire. Vous avez ici des bougies japonaises hebdomadaires. Ça a tenu. Donc, la correction depuis 2 semaines qui vient équilibrer l'archicomplaisance d'octobre-novembre n'a pas bousculé cette espèce de canal haussier que l'on voit depuis plusieurs mois. Rompre ce niveau serait entrer en bear market. Pour le moment, ça a tenu. La bougie du jour n'est pas finie. Attention. Et regardez les bougies de la semaine dernière qui dit que nous n'aura pas ça ce soir. Donc prudence. Mais ça tient aussi en Europe. Observez ce support sur le contrat futur Eurostock 50. Tant qu'on ne sort pas de cette pattern, pas de marché baissier action. Ça, le contexte garde pour le moment, je dirais, son allure haussière de fond, même si le niveau de la volatilité a sérieusement augmenté. La chute de la fin de semaine dernière n'est pas des prises de position offensives à la vente. Il s'agit de la chasse au stop. Regardez le montant de liquidation de fin de semaine dernière, comparé à ce qui s'était passé d'ailleurs en septembre. Je vous remontre en septembre. Ici, ces phases de rejet. Le montant est sans commune mesure. Donc, le décrochage de fin de semaine dernière est du fait d'un prix de marché qui a atteint le seuil d'exécution d'un paquet d'ordres stop, et lorsqu'il est exécuté, vous le savez, l'ordre de stop, l'ordre de vente à seuil de déclenchement, ça devient un ordre de vente au marché.
Donc voilà les dégâts que cela... voilà, typiquement, les dégâts, c'est derrière un décrochage, et derrière rapidement une mèche basse. Alors, maintenant il faut faire le point sur tout ça, mais ça c'est une première chose. Deuxième élément, certains institutionnels savaient préparer le coup, que sais-je encore. Je vais ici vous montrer l'évolution de l'open interest sur les contrats futurs Bitcoin à la bourse de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange. Vous pouvez observer que dès, regardez ici, je suis le 29 novembre, open interest 4,42. Le 30 novembre, RAS. Le 1er décembre, sacrée chute de l'open interest, alors qu'il ne se passait rien sur le marché le 1er décembre. Des micro-bougies, mais pourtant, sacrée chute déjà de l'open interest. Le 2 décembre, confirmation. Poursuite de la chute de l'open interest avant, 48 heures avant le décrochage et les liquidations. Donc, cela va dans le sens de cette théorie de la chasse au stop institutionnelle contre les traders dits privés ou particuliers. Très bien. Ça alimente l'argumentaire qu'il s'agisse d'une phase isolée, ultime, de point bas. Bon, ça, seul l'avenir nous le dira et personne n'a boule de cristal. Mais voilà des éléments qui m'intéressent. Alors maintenant, il n'empêche que l'exposition, l'engagement a reculé sur tous les exchanges, mais qu'il reste quand même à un niveau élevé. Il repart un peu à la hausse. Ça, c'est une donnée très importante à surveiller cette semaine, l'évolution de cet open interest. J'observe ce matin, ici sur la Litmap crypto, alors attention, j'ai filtré en volume d'échange et non pas en capitalisation boursière. Regardez où se fait le volume ce matin. On retrouve l'environnement des halts que nous connaissons bien. Bon, un marché crypto qui aurait été définitivement abandonné ne verrait pas le volume se remanifester tout de suite sur ces halts. Et le nouveau leader ETH, qui confirme sa surperformance, ça j'y viens dans la partie ETH. Voilà donc pour des éléments de contexte qui sont plutôt rassurants. Maintenant, il n'empêche, le cours du Bitcoin a rompu un important support technique, le niveau des 50-53 000 $. Alors globalement, si je prends l'analyse technique de la capitalisation boursière totale des cryptos, j'ai ici donc ce graphique, en hebdomadaire, en données hebdomadaires à gauche, ça reste haussier. Ça reste haussier. La baisse de la semaine dernière s'inscrit encore dans cette phase haussière. Prenons le système Ishimoku. Je le choisis. En hebdomadaire, être au-dessus du nuage et de la Kijutsen, c'est haussier. Être au-dessus, prenons la moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein, ici en jaune. Être au-dessus, c'est haussier. Donc, comme les indices boursiers en fait, la baisse de la semaine dernière n'a pas rompu de support majeur, pour le moment. Alors, en données journalières, c'est donc l'épaule tête-épaule qui a pris le dessus, l'objectif théorique a été approché. Maintenant, l'idée est de savoir est-ce que cette phase-là s'inscrit encore dans la phase haussière qui a démarré l'été dernier. C'est encore une possibilité. Rappelez-vous, j'insistais la semaine dernière sur tenir un support c'est bien, mais franchir une résistance c'est mieux, c'est même nécessaire. Observez la semaine dernière comment jamais le RSI journalier de la Capi Total a dépassé 50. C'est le signal qui dit que la correction est finie. Et d'ailleurs, jamais ici une résistance n'a été dépassée. C'est ce qui manquait et derrière le flash crash. Maintenant, ultime bougie de baisse ou construction d'une phase baissière qui n'a pas fini de se développer, c'est le débat. Plusieurs hypothèses. Alors, je vous renvoie aux vidéos de mardi et mardi de la semaine encore d'avant pour évoquer les grands sujets du moyen-long terme. En gros, se jouent deux hypothèses. Alors, ici, j'ai mis le volume profile pour vous montrer aussi que on s'est stabilisé sur le point d'échange le plus important depuis la phase haussière de l'été dernier. Ça argumente aussi en faveur d'un ultime point bas. Mais il y a des arguments contre, bien sûr. Hypothèse baissière, moyen terme. Le fait que nous serions dans une grande vague 4 en 3 temps. Temps lettré A. Le temps lettré B. Et nous serions là dans un temps lettré C. Lui-même en 5 vagues. Et donc,
là, le marché aurait fait la 1, la 2, la 3, un petit 4 de rebond technique et retour à 30. Voilà, ça, c'est complètement plausible, surtout avec ce qui se passe. Et maintenant, les 53 000 $ sont résistance majeure. Regardez l'importance, je vous montre, regardez le niveau horizontal, l'importance du niveau. Le dernier signal technique en date est quand même la rupture d'un gros support. Maintenant, moi, rappelez-vous, je considérais qu'on pouvait avoir une construction technique en flat étendue haussière tant qu'on ne brisait pas 53. Ça a été enfoncé, donc mon schéma tombe à l'eau. Mais y a-t-il encore une ultime possibilité fractale haussière? Il en reste une dernière et qui est intéressante. La première vague de l'été, la correction de septembre, nous serions là donc dans cette grande 3 qu'on sous-décompose. Moi, mon scénario, donc vous le connaissez, voilà le dernier qui est possible et que moi je n'avais pas listé. La vague numéro 1, la sous 1, la vague 2, et étonnant, cette vague 2, pour les tenants de ce scénario, a pris un schéma classique en 3 temps, en zigzag, comme ici, avec, et c'est intéressant, pile poil la mèche basse de la liquidation, le A égale C. Vous avez là les 3 temps, et j'ai ici, regardez, positionné les extensions de Fibonacci. La proportion est identique. Vous avez la vague A projetée au sommet, et le 1 pour 1. C'est un cas de figure haussier qui me paraissait moi beaucoup trop extrême, mais qui est le dernier possible pour ne pas entrer en bear market. Maintenant, valider un tel scénario, c'est franchir une résistance, il faudrait franchir au moins les 53. Alors après, il y a dans l'argumentaire baissier énormément d'éléments. Je vous les décris actuellement les 5 temps. Notons avec le système Ishimoku que pour le moment, vous avez ici la lagging span, regardez en journée, les défend, elle, la SSP. Bon. Dernier rempart, là aussi, d'une certaine façon. Mais voilà donc où nous sommes. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que clairement, les baissiers ont pris je dirais, l'ascendant. On a toujours, je vais retrouver ce graphique alors que j'avais mis, je le partage régulièrement, mais voilà, rappelez-vous le cas baissier, qui est celle d'un 3 temps, 1, 2, 3. Là, forcément, ce type de structure va dans leur sens, mais le cas haussier d'une grande vague 5 est encore d'un point de vue héliotiste possible, eu égard au fait que nous aurions une 2, 3, 2, 5 encore possible. Ne vous arrachez pas les cheveux, c'est du jargon héliotiste, mais c'est vraiment la dernière chance, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà où nous sommes. Maintenant, ça reste baissier tant qu'on ne refranchit pas 53 000. Donc attention, c'est pas parce que là aujourd'hui ça rebondit qu'il faut s'emballer. Ça reste compliqué, il y a eu du désengagement. Les indices boursiers rebondissent beaucoup plus que le fait le BTC. Alors peut-être qu'il y a eu un passage de relais à ETH, mais attention tout de même. Attention tout de même. Alors certains aussi ont relevé, on peut toujours trouver des trendlines, cette ligne de tendance. Ici à gauche, vous avez la correction du printemps dernier qui correspondait à une phase de distribution bien mise en évidence, celle dite de Richard Wyckoff. Bon, intéressante. On ne retrouve pas ici ce type de phase de distribution. C'est une des deux différences. Ce serait plutôt un élément boule. Bon. Moi, je reste très prudent de toute façon, car ça fait tellement longtemps que le marché n'a pas franchi de résistance, depuis ce piège technique, qui n'en était pas un, car il y avait des belles divergences. Donc je reste très prudent. De même, la capitalisation boursière totale, tant qu'elle ne refranchit pas cette résistance, ligne de coup de l'épaule tête-épaule, nous sommes en correction à court terme. Même si à moyen terme, on tient les supports, on reste encore en correction court terme, sans franchissement de résistance. ETH m'a surpris. Vous avez ici le contrat futur ETH-USD. Continue. Il n'a brisé aucun support. Regardez ça. Malgré la volatilité de la semaine dernière,
Il n'a fait que travailler son support des 4000, superbe niveau horizontal, très propre, hein, vous l'avez en hebdo ici, aucune interruption, rien de baissier, même à court terme. Superbe petite divergence haussière, c'était la semaine dernière. Donc ça, c'est vraiment positif, mais pour ETH. Mais ETH n'est pas BTC. Mais je me dis que bon, avec des éléments qui se mettent en place, la confirmation de la surperformance d'Ethereum sur BTC, avec la résolution haussière de cette structure sur le ratio ETH, Ethereum Bitcoin de toute beauté, qui prolonge la surperformance vraiment sur le long terme, même si on peut avoir une petite à court terme, pullback, c'est vraiment boule. Il y a des signaux haussiers identiques sur la dominance. Bon, il y a un équilibre, on tend vers l'équilibre de plus en plus rapidement, si vous voulez. Donc pour ETH, le marché reste aussi au-dessus des 4000, et cette structure en range, ou même pour certains en zigzag A, B, C, est tout à fait s'inscrit dans cette construction technique haussière. Même la Trailline a tenu, ça reste haussier au-dessus des 4000. C'est ça la différence fondamentale avec Bitcoin, qui lui a rompu 50-53, et qui maintenant ne l'est plus à court terme haussier, tant qu'il ne redépasse pas cette résistance des 53 000. Là, une différence fondamentale entre les deux. Donc moi je pense que TH va continuer de surperformer ces prochains mois. Alors quand on descend, moins de liquidité, plus de dégâts, mais même le BNB reste aussi en données hebdomadaires. Vous avez ici BNB USD en données hebdomadaires. Voilà, la différence avec le printemps dernier est notable. Vous voyez bien qu'en hebdo, ce sont des petites bougies, mais prenons le système Ichimoku, encore on retrouve nuage Kijun, et même la moyenne mobile à 30 semaines, aussi en hebdo. À court terme, le marché a préservé l'essentiel qui était les 500 $, ce gros niveau ici de polarité, et nous pourrions aussi retrouver une structure en 3 temps ABC qui s'inscrit dans cette phase de hausse. Très bien. Bon. Maintenant, il y a une résistance importante qui est celle ici située à 600 $, qui est la ligne de coup à l'époque du double top du printemps dernier. Et moi, j'ai le sentiment ici qu'on a une sorte de drapeau, une structure latérale ou en 3 temps de continuation. Maintenant, dans l'immédiat, on peut s'attendre à quelque chose de neutre entre 505 et 600. Ça repasse haussier en cassure des 600. On brise 500, là, c'est la chute. Le jeton Luna, belle tendance haussière. Alors, ça reste haussier. Quel objectif de cours théorique? Eh bien, je pense que nous sommes dans une 5e vague de hausse. J'ai ici l'extension classique. J'ai reporté 0,618 d'extension de la 1 à la 3 au bas de la 4. Et ça nous donne du 100. Ça, c'est la cible. C'est la cible. Moyen long terme, 2022. Les 100 $. En données journalières, intéressant de noter que la volatilité de la semaine dernière n'a représenté qu'un pullback sur cet ancien canal haussier dont le marché est sorti par le haut, qui est renforcé aussi en plus par Kijun-sen journalier du système Ichimoku. C'est haussier court terme au-dessus des 60 $. Scénario alternatif, réintégrer ce canal nous ramènerait dans ces oscillations-là et donc reporterait l'objectif des 100 de plusieurs mois. Voilà pour le Cryptos Technical Briefing de ce mardi 7 décembre. J'espère qu'il vous a plu. Merci à tous de votre fidélité. Nous sommes maintenant plus de 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.